Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole aux jeunes, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à cette jeunesse qui représente évidemment l'avenir de demain, l'avenir de notre magnifique continent. Et pour évidemment donner ce tremplin à cette jeunesse-là, vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée un petit peu au désespoir. Comment aujourd'hui transformer le désespoir en victoire? Eh bien, nos invités nous donneront un petit peu des astuces. On en parlera tout au long de cette première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons faire une sorte d'immersion dans la famille, puisque nous allons essayer de décortiquer cette expression propre en Afrique. Il s'agit évidemment de ce linge sale qui, dit-on, se lave en famille. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment d'une habituée, Dieudonné, étudiante en droit. Toujours un réel plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Plaisir partagé, on l'espère également pour les deux nouveaux. En l'occurrence, notre ami Erwan. Vous êtes dans le domaine de la comptabilité et gestion, étudiant évidemment. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à toi également pour l'invitation. On va terminer cette phase de présentation avec Daniel, dans le domaine de marketing, étudiant en marketing. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. C'est un plaisir d'être là. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je parlais en première partie, du moins dans mon introduction, de cette thématique en parlant du désespoir. Comment transformer le désespoir en victoire? Dieudonné, je me tourne vers toi. Évidemment, on a l'impression qu'au vu de la thématique, ça semble un peu plus difficile. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on peut réellement sortir du désespoir? Bien sûr que c'est possible de sortir du désespoir. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'abord reconnaître que nous sommes d'abord dans un état de désespoir et pour vouloir sortir de là. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients que ça ne va pas, mais qui ne cherchent pas, qui ne mettent pas en place en fait les moyens pour sortir de cet état de désespoir-là. D'accord, mais comment on arrive à savoir qu'on l'est concrètement? Parce qu'en général, quand on est dans le désespoir, on est dans notre monde, on est dans une zone de confort où en fait on n'a pas vraiment une vision de l'extérieur. En général, c'est l'ami ou le frère qui te rappelle « Ah, écoute, ça fait un bout de temps, tu es un peu dans ton coin ». Est-ce que réellement on en est conscient? Moi, je pense que le premier signal, c'est la négativité. D'accord. Quelqu'un qui est dans le désespoir est tout le temps négatif, en fait. Et puis, je pense que si on a l'habitude de faire de la rétrospection, c'est facile pour nous, en fait, de savoir que là, en fait, ça ne va pas. D'accord, il faut faire une forme de bilan introspectif. D'accord. Erwan, on parle du désespoir, on parle également de victoire. Notre ami Dieudonné nous a donné un petit peu quelques pistes, en l'occurrence le fait premièrement de reconnaître déjà que nous sommes dans cet état-là et ensuite, je pense que c'est vraiment l'étape ultime, reconnaître déjà que nous sommes dans cet état de désespoir. Mais je veux dire, est-ce que concrètement il y a d'autres méthodes, des astuces pour sortir de là et pour, par ricochet évidemment, répondre à la thématique, transformer le désespoir en victoire? Est-ce que toi, il y a des astuces ou bien une démarche que tu peux recommander à ces personnes-là? On ne peut pas débattre sur ce thème sans d'abord savoir ce que c'est que le désespoir. Définir le désespoir. Je peux définir le désespoir comme la perte de confiance. Voilà. Et dans la société aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause de certains échecs, par exemple des défis que la société nous impose. Exactement. On peut prendre l'exemple du mariage. Ouais, tu dois être marié à certains âge, voilà, exactement. Voilà, ce genre de défis, et après des échecs, par exemple, va causer un manque de confiance en soi. Donc, en fait, les gens ont peur de l'échec. Voilà, et cette peur de l'échec va causer un manque de confiance en soi, donc le désespoir d'une certaine manière. Ouais, on va se replier sur soi, se mettre dans sa zone de confort. Voilà, justement. Donc moi, j'associe beaucoup le désespoir des gens à la perte de confiance. D'accord. Et lorsque ces gens sont dans cet état d'esprit, ils ont du mal à évoluer dans les choses. Voilà. Et comme le disait Dieudonné, je pense que si on a déjà reconnu
Premièrement reconnu, voilà, effectivement, que nous sommes dans cet état-là. Nous sommes dans cet état-là. Ouais. C'est le début d'une démarche à mettre en place. Voilà. Mais c'est lesquelles, justement, quelles sont ces démarches-là, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà reconnu que nous sommes dans cet état-là. Tu as évidemment bien cerné la problématique, comme il fallait définir le mot-clé, le désespoir. Comment en sortir? Bon, j'insiste sur l'échec. D'accord. Déjà, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut comprendre que l'échec est une partie de la réussite. Voilà, que avoir peur de l'échec est un frein à son épanouissement, est un frein à beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et ça nous emmène à être désespérés parce qu'on se dit que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Voilà, donc la première chose, c'est déjà de vaincre, d'accepter qu'on a le droit à l'échec. Voilà, ça c'est déjà un point très important pour transformer son désespoir en victoire. Oui, qu'on a le droit à l'échec. Donc, ça veut dire qu'on peut tomber et se relever. Et c'est ça le plus important. Et d'où la thématique, c'est comment se relever. C'est se relever dans le sens de comment transformer, évidemment, ce désespoir en victoire. Daniel, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation pareille? C'est-à-dire une situation à l'image de ce que Erwan vient de décrire, une situation où tu as eu ce manque de confiance en toi, où tu avais l'impression que le monde te tombait dessus. Comment tu as fait pour te relever au cas où vraiment tu t'es retrouvé dans une situation similaire? Je préfère, au lieu d'utiliser désespoir, je parlerai de dépression. D'accord. Bien de pas de bon, ce sont des sœurs jumelles, hein, donc t'inquiète pas pour ça. Ouais. Et je pense que personnellement, j'ai déjà eu des dépressions. Et, moi, j'appelle ça bad mood en fait. C'est juste une étape. Oui, dans le jargon jeune. Oui, en fait, si on reste dans le cadre des jeunes. Donc, je pense que tous les jeunes sont, en fait, ont déjà eu des moments où ils ne se sentaient pas forcément bien. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que derrière chaque crise, il y a une opportunité. Ouais. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation où tu as l'impression que tout est contre toi et tout ça. Certains se tournent vers la religion. Bon, moi, je me suis tourné un peu vers le développement personnel et tout. Exactement. Et il y a cette phrase-là qui est restée, en tout cas, que j'ai gardée toujours, que je garde toujours avec moi, c'est l'obstacle et le chemin. Donc, à chaque fois que tu te sens mal, tu dois d'abord, en quelque sorte, assumer le fait. Je pense que Dieudonné et Erwan ont parlé de ça. Assumer le fait que là, tu te sens pas bien. Dès que tu as compris que tu te sens pas bien, tu essaies de rentrer en toi-même, de trouver les raisons pour lesquelles ça va pas, et surtout que il y a toujours quelque chose derrière, toujours une opportunité. Si tu essaies de changer un peu de perspective, il y a toujours une en fait, ça reste une leçon de vie. On apprend derrière la situation difficile. Oui, mais toi, tu t'es tourné vers le développement personnel. Concrètement, développe-nous ça justement. Comment ça s'est passé ce développement personnel et comment justement cette méthode a réussi à te faire passer du désespoir ou bien de la dépression à cette victoire, à ce sourire que tu affiches aujourd'hui sur Génération News? Ok, déjà moi je pense que il y a quelque chose, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'obstacle et le chemin justement de Ryan Holiday. D'accord. Je ne l'ai jamais lu, je l'ai écouté en livre audio, c'est-à-dire que même actuellement, quand je me sens mal, je vais réécouter le livre. Je pense que vous avez parlé de ça la dernière. Oui, la dernière thématique justement Génération News, c'était livre audio. Moi j'écoute les livres audio encore, donc c'est ça. Tu sais ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, à chaque fois, comme je dis, il y a une opportunité derrière chaque crise. Et en fait, il y a d'autres personnes aussi qui m'inspirent beaucoup. C'est Jordan Peterson, il a écrit un livre sur les 12 règles de la vie. Et il disait que faut prendre en compte qu'en fait que la souffrance ou bien le désespoir, comme on peut l'appeler, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire c'est ce que Erwan disait, qu'on on a le droit de passer par cette étape-là. Clairement, c'est une étape normale. C'est pas quelque chose qu'on en sort quand tu es sorti de là et tu vas plus jamais revenir dedans. Donc moi je pense que pour les jeunes, le but c'est d'intégrer que c'est normal en fait de souffrir, que la vie n'est pas rose en quelque sorte. Comme disent nos amis camerounais, la vie c'est pas le lait. Voilà. Pour dire simplement que la vie n'est pas facile en d'autres termes.
et qu'à partir de ce point tu essaies d'avoir des habitudes en fait pour sortir à chaque fois de ce trou noir en quelque sorte. Ouais. Donc ça peut être de parler à quelqu'un, ça peut être Mais en tout cas, pour moi, ce qui m'aide personnellement, c'est de changer la perspective en fait. Donc à chaque fois que tu es confronté à une difficulté, tu changes juste la perspective pour aller dans le sens qui est plus positif en fait. D'accord. Justement par rapport à ça, Dieudonné, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le désespoir, c'est nous-mêmes qui créons un petit peu ce sentiment sombre? Je m'explique. Partons du principe, par exemple, que voilà, tu as terminé tes études. On rappelle aussi sur ce plateau, pour des gens qui te découvrent, parce que tu es une habituée de Génération News, tu es, au-delà d'être étudiante, tu es également écrivaine. Supposons que tu dois publier ton premier bébé, hein, en l'occurrence cette œuvre-là, et qu'il y a quelqu'un qui t'a tellement promis des choses au point où toi, tu as vraiment fait confiance à cette personne-là, tu t'es donné à fond, tu as vraiment donné de ta personne pour la sortie de cet ouvrage, et puis au finish, rien. Est-ce que quelque part, c'est pas toi un petit peu qui a créé ce désespoir en mettant beaucoup d'attentes sur une personne, et lorsque cette personne arrive effectivement à vous dire non, dans le sens où la réalisation n'arrive pas à terme, eh bien, on verse dans le désespoir. Oui, c'est vrai que c'est également de notre responsabilité. Mais moi, je dirais que c'est plutôt un sentiment humain, hein, de placer, par exemple... Autant de confiance en une personne. Beaucoup d'attentes en une personne, en fait. Mais quand on se retrouve, par exemple, déçu par rapport à une situation, par rapport à un échec, comme Erwan disait, et en fait, il faut normaliser ça. Et se dire que j'ai échoué aujourd'hui, et demain, je peux gagner, en fait. Demain, ça peut être différent. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que notre ami Daniel parlait de dépression parce que c'est, comme je disais, ce sont des sœurs jumelles, sauf que l'autre peut aller à l'extrême, parce que dans la dépression, parfois, on peut aller à l'extrême. L'extrême, c'est ôter la vie. Malheureusement, beaucoup de jeunes se versent dans ça, ce qui n'est pas assez intéressant. Et est-ce que c'est ça aussi, justement, un petit peu l'inquiétude à ce niveau-là, Dieudonné? Reconnaître que nous sommes dans cet état-là. Dans cet état de désespoir-là, je ne pense pas. En fait, c'est une étape vers la guérison, en fait. D'accord. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, dans la dépression, tant qu'il ne reconnaît pas, en fait, qu'il est dépressif, il ne peut pas sortir de là, en fait. Donc, moi, je pense que reconnaître déjà que nous sommes dans cet état de désespoir-là. Et il ne faut pas trop attendre aussi des autres, c'est ça? Attendre, parce qu'on a la capacité en nous de passer à autre chose, en fait. C'est vrai que les autres peuvent être là pour nous aider en fait à sortir de cet état de désespoir. Mais tant qu'on n'a pas conscience qu'on peut le faire, que l'aide doit d'abord commencer premièrement par nous, l'aide des autres en fait ne servira à rien. D'accord. Est-ce que toi, parfois, tu joues un peu ce petit rôle-là de point de repère quand il y a ta copine, le frère, la petite sœur qui est justement dans ce bad mood, pour utiliser l'expression de notre ami Daniel? Est-ce que ça t'arrive parfois de jouer un petit peu, d'être victime du syndrome de l'infirmière? Bien sûr, je suis quelqu'un qui encourage énormément. C'est-à-dire que quand je constate que mon prochain en fait sombre un peu dans le désespoir, dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup. Mais comme je le disais, on peut t'encourager aujourd'hui, demain, mais tant que tu ne veux pas toi-même te détacher véritablement de cette situation, derrière, c'est un peu compliqué. Erwan, on parle des encouragements. Oui, moi j'ai envie de savoir quel est l'impact de ces encouragements-là. Est-ce que c'est un peu un médicament qui va tout de suite participer à la guérison de la personne qui est dans cet état-là? Est-ce que ça t'arrive, toi, de verser dans les encouragements comme méthode pour sortir une personne du désespoir pour tendre vers la victoire? Effectivement, je crois qu'on a toujours besoin d'entendre une voix extérieure. C'est un apport très important. Mais au-delà de la voix extérieure, c'est d'attendre des choses positives sur soi. Justement. D'accord. C'est très important. Mais ce qui serait plus important, c'est d'abord faire le choix soi-même. Voilà, de sortir de sa situation. Vous savez, dans tous les états psychologiques qu'on peut être, c'est un choix. C'est un choix de faire une dépression. C'est un choix d'abord. Parce qu'on peut faire le choix également de ne pas sombrer à penser mal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si on accepte d'entrer dans une dépression, comme Daniel parlait de la dépression, en quelque sorte, c'est un peu une manière
De s'enfermer. De s'enfermer, voilà. Mais de façon choisie. Voilà, mais de manière choisie. Voilà, effectivement. Donc, on peut faire également le choix de ne pas faire le choix. Voilà. Comme on dit, la vie c'est un choix, mais ne pas choisir aussi c'est un choix, parce que tu as le choix de ne pas choisir. Voilà. Donc, la voie extérieure, c'est important, mais ce qui serait d'abord un plus important, c'est soi-même. D'accord. Voilà. Et les encouragements. Bien sûr. L'impact. Voilà. Toi, tu verses dans les encouragements en général? Bien sûr, je prodigue beaucoup autour de moi. Voilà. D'accord, ok, pour sortir de cette zone un petit peu très difficile. Moi, ce que je veux savoir, c'est, Dieudonné, avant de donner la parole évidemment à Daniel. Daniel parlait du développement personnel, une méthode aujourd'hui qui a en tout cas permis à notre ami de sortir de cette situation un petit peu sombre. Faut-il aller plus loin au-delà de ça? Est-ce que le développement personnel, tout comme, en parlant par exemple dans le cadre d'une entreprise, on a les after-work, les endroits où on peut forcément se retrouver et parler, aller consulter des psychologues. Est-ce que tout ça aussi peut concourir à sortir une personne de cette zone de désespoir? Bien sûr, l'aide extérieure est très importante en fait. Quand on se rend compte qu'on est dans un état de désespoir et qu'on veut sortir de là, mais qu'on ne trouve pas forcément les moyens par nous-mêmes, c'est toujours important en fait d'aller parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut nous prodiguer des conseils. Oui, mais quelqu'un de confiance, désolé de t'interrompre ma chère, quelqu'un de confiance, c'est pas le frère. Enfin, le frère peut être quelqu'un de confiance. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à défaut... merci, voilà, oui, c'est exactement important. ça. Je pense qu'en Afrique, en fait, on a un peu ce problème avec les psychologues. C'est-à-dire que quand tu consultes, par exemple, quand tu vas chez un psychologue pour te faire consulter, c'est que tu es peut-être en train de devenir folle. Ouais, en fait, il y a une confusion entre le psychiatre et le psychologue en fait. Alors que c'est très important, c'est quelqu'un qui est parti à l'école pour ça et pourra savoir comment mettre en place des méthodes pour te faire sortir de cette état. Comme on dit, le psychologue, c'est celui qui arrive à mettre des mots sur tes mots, c'est-à-dire les mots M-O-T-S sur les mots M-O-A-U-X, donc tes difficultés. Et c'est pourquoi c'est important justement d'aller voir ces gens et de parler. Mais effectivement, en Afrique, très peu de personnes ont cette culture-là d'aller voir le psychologue parce que très vite, on va transformer Erwan en psychologue parce qu'il a une belle capacité d'écoute. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'extérioriser certaines choses et si on estime que Erwan, c'est une bonne oreille, dans ce cas, c'est plus facile pour nous d'aller se confier vers Erwan. Mais tu nous rassures, tu as une bonne oreille quand même? Bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Bon, Dieudonné, ça va? Les hommes ont une oreille dure, hein? Ah bon? Ah oui. Vous pouvez vous défendre, Daniel? Tu partages? Non, mais tu es plutôt une bonne oreille. Bien sûr. Je pense que chacun de nous peut représenter une bonne oreille pour quelqu'un, mais souvent les gens ne sont pas prêts à entendre ce qu'ils veulent entendre. Voilà, donc ceux qu'ils ont besoin d'entendre. Merci Daniel. Donc c'est ça qui fait, parce que moi je trouve que venant des hommes, la parole est un peu directe et crue. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ouais, chez la femme, il y a beaucoup plus un peu, Daniel, il y a beaucoup plus de subtilité, on est avenant, on essaye d'emmener la personne, mais est-ce que là on peut se permettre de donner des conseils ou bien la stratégie c'est simplement d'écouter la personne? Non, la stratégie c'est d'écouter et de donner également des conseils. D'accord. Enfin, un conseil, tu donnes un conseil pas pour imposer à quelqu'un de le faire. Tu donnes un conseil, après la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est justement pour aider cette personne à faire le choix de sortir de son état d'esprit. D'accord. Alors, il y a évidemment d'autres thérapies, j'ai envie de dire ça ainsi, pour transformer le désespoir en victoire. On a parlé de la religion, beaucoup se tournent vers la religion, aussi bien chrétienne que musulmane, en tout cas, ou d'autres, ceux qui sont athées, évidemment. Alors, on a parlé de la thérapie par la musique. Alors, mon cher Daniel, est-ce que la thérapie par la musique t'aide aussi à sortir du désespoir? Est-ce que tu as essayé déjà, quand tu étais dans cette situation un peu sombre? Je pense que tout le monde écoute. Bon, moi, je suis un fan de musique, donc j'écoute beaucoup de musique. Je pense tous les jours, si j'ai pas mes écouteurs, c'est compliqué. Tu es beaucoup plus axé sur quoi? Sur du rap, de la soul, du jazz? Bon, j'écoute du rap. D'accord. J'écoute du rap. Après, je suis ouvert. Souvent, je peux écouter la musique classique aussi. Bon, après, c'est pas tout le monde qui le fait. D'accord, Dieudonné, elle écoute de tout, un peu de la rumba congolaise. C'est un peu. Elle écoute un peu de tout.
D'accord. Oui, du coup, toi, la musique, ça peut être une thérapie et ça t'a aidé aussi à sortir du gospel aussi. Ouais. Du gospel aussi. Ben après... non, la musique dans sa globalité. Dans sa globalité, voilà. ok. Ouais. Oui, je pense. Hein. Je pense. Il y a des morceaux de musique, quand tu les écoutes, ça t'inspire à aller de l'avant, en quelque sorte. Mais moi, il y a quelque chose sur lequel je veux revenir. Il n'y a pas de souci. Vas-y, mon cher Daniel. Quand on parle de choix, moi, je pense que ce qui touche un peu au domaine psychologique, en quelque sorte, je pense que l'homme ne maîtrise pas encore tous les domaines, en fait. Parce que quand on parle de dépression, c'est un peu dur de dire à quelqu'un qui est dépressif que tu as fait le choix d'être dépressif. Parce qu'il y a des mais quelque part, il a fait ce choix, sans le savoir. Quelque part. Après, évidemment, on est d'accord avec toi que c'est dur de dire à la personne, écoute, voilà, tu as fait le choix, parce que en le disant, tu vas simplement emprisonner davantage la personne en disant, tu sais quoi, c'est ta faute. Voilà, je vais te prendre une illustration. Si quelqu'un t'énerve et tu te dis, je ne vais pas m'énerver, je vais ignorer ce qu'elle me dit. Et puis après, tu finis par t'énerver. Tu vois qu'il y a eu un choix quelque part. Tu as soit accepté de t'énerver, soit tu fais le choix d'ignorer la personne et tu ne t'énerves pas. Et en t'énervant même, tu es sans le savoir en train de transmettre le contrôle de tes émotions à l'autre en face. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve qu'il faut quand même garder une certaine réserve en quelque sorte par rapport à tout ce qui est dépression, parce qu'il y a dépression sévère, il y a plusieurs types de dépression. Il y a vraiment des gens qui sont dans des schémas que tu n'arrives pas à expliquer. Moi, je connais une personne comme ça et franchement, j'arrive carrément pas à expliquer pour. Je peux pas lui dire. Tu n'arrives pas à cerner la personne. C'est ça en fait. Je peux pas identifier le moment clé où elle a décidé de devenir comme ça. Donc du coup, moi je garde souvent une certaine réserve et je me dis que c'est compliqué. Et quand quelque chose est compliqué, il faut essayer de bien comprendre. Après, peut-être qu'on parlait des psychologues tout à l'heure, mais peut-être qu'il faudrait un peu plus démocratiser la chose. Mais je pense que pour les personnes que moi je qualifie de normales, parce qu'il y a des personnes qui sont normales, il y a des personnes normales qui ont grandi dans des conditions compliquées. Et ces personnes-là, forcément, on est le fruit un peu de l'environnement dans lequel on grandit. Exactement. Donc c'est compliqué de dire à une personne comme ça que tu as choisi, il est né comme ça, ou bien il est né dans un environnement qui a favorisé ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en sortir, mais je pense qu'il faut garder une petite nuance vite fait. Mais je pense que même Erwan, enfin je ne suis pas l'avocat de Erwan, mais je pense que quand il abordait ce point, évidemment, non mais on est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, c'est tout à fait logique et pertinent, mais je pense qu'en fait Erwan, quand il parlait, effectivement, il était aussi dans cette prévention-là, de dire, ok, implicitement on fait des choix, parce qu'au finish, la vie c'est un choix. Si tu décides dans la dépression, c'est un choix. Il y a des gens qui, tu viens parler, surtout lorsqu'on sort d'une rupture amoureuse, tu dis à la personne, tu sais quoi, la vie c'est comme une rivière, il n'y a pas qu'un seul poisson à l'intérieur, il y en a plusieurs, donc si tu perds un poisson, tu peux en trouver un autre. Mais la personne va te dire, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter de pêcher, je vais rester là avec ma canne et je vais rien faire, donc c'est un choix. Il y a des gens qui décident d'être dans cette situation. Mais le plus important, comme tu l'as dit, c'est, comme on l'a tous dit sur ce plateau, c'est de reconnaître et surtout se donner les moyens. Dieudonné, moi je viens un peu sur un aspect familial, parce qu'évidemment, dans la deuxième thématique, dans quelques poignées de minutes, on marquera une courte pause pour embrasser évidemment la deuxième thématique qui parle de la famille. Pour faire la transition, on parle évidemment de la famille, la responsabilité parentale dans cette situation assez sombre. Comment aujourd'hui les parents peuvent détecter, voire anticiper des situations de désespoir chez leur progéniture et comment apporter justement des solutions quand on sait qu'on a des familles qui sont un petit peu parfois dispersées. Enfin, la responsabilité des parents dans cette situation est déjà très importante. Par exemple, si on prend le cas de la dépression, pour un enfant qui a l'habitude d'être joyeux, d'être un peu, d'aller un peu dans tous les sens, d'aimer la nourriture,
si on constate déjà que l'enfant est de moins en moins joyeux, l'enfant commence à rester un peu dans son coin. Hyperactif. Hyperactif, voilà. Ouais. L'enfant commence à rester dans son coin, l'enfant parle de moins en moins, n'est plus très ouvert aux activités qu'il aimait avant. C'est déjà des signaux en fait. Ouais. Et la responsabilité du parent justement, c'est de discuter avec cet enfant-là. Ouais, parfois ça peut être des enfants qui sont victimes de beaucoup de choses à l'école. Ouais. C'est de discuter déjà avec cet enfant-là, d'entretenir la communication. Et c'est comme ça en fait que les parents peuvent détecter que mon enfant en fait il subit du désespoir. Ouais, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nos parents ont encore ce temps-là quand papa rentre tard du boulot, maman aussi a beaucoup de choses à faire, est-ce que c'est pas aussi nous aux enfants d'aller vers eux? C'est vrai qu'on a cette responsabilité-là, mais moi je pense que la responsabilité des parents est plus grande. Comme quoi on dit qu'on donne que ce qu'on a reçu. Donc il y a des parents qui n'ont pas forcément eu cette relation-là d'intimité avec leurs parents. Donc ils sont un peu dans l'impossibilité d'avoir également cette relation d'intimité avec leur enfant. Justement, et en parlant de famille, ma chère Dieudonné, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera évidemment du cercle familial. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons à présent parler de ce linge sale qui se lavait auparavant en famille. Aujourd'hui, on va un petit peu aborder le encore. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce procédé, ce linge sale qui se lave en famille existe encore? Eh bien, je me tourne vers toi, mon cher Erwan. Le linge sale, ce qui se lave en famille, avant évidemment d'entrer en profondeur, évidemment, définition de cette expression très courante sur le continent, ça renvoie à quoi, mon cher? Cette expression, pour moi, signifie les problèmes, tous les problèmes qu'on peut avoir dans un milieu familial, voilà, et tout ce qui est avec difficulté et tout. Est-ce que ça se lave encore en famille? Ouais. Avant d'y aller, et comment ça se lavait déjà en famille jadis? Comment ce linge sale se lavait en famille? Donc, pour bien expliquer le linge sale, comme tu l'as souligné, c'est tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème au sein d'une famille. Laver ce linge, c'est résoudre les problèmes. Est-ce que justement, comment ce linge jadis se lavait dans nos familles? Je crois qu'au temps de nos grands-parents, c'était des choses qui se faisaient, disons, des choses qui se faisaient en famille, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un problème qui survenait dans la famille, on organisait par exemple des réunions de famille. Oui, comme on disait souvent, l'arbre à palabre. Voilà, l'arbre à palabre, ou sous, comment on appelle, sous le hangar ou autre, ça dépend des régions en Afrique. Donc c'était des moments où les gens se réunissaient pour arranger, pour traiter des problématiques familiales. Voilà. Et aujourd'hui… Ce linge, comme tu dis, c'est l'arbre à palabre, on se retrouve et on essaie de trouver des solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Il y a cette désacralisation de la famille et cette désocialisation. Voilà, au temps de nos grands-parents, on avait la famille élargie et la famille restreinte qui était très très soudée. Exactement. Mais aujourd'hui, nous observons la désacralisation de tout ça. Donc, il y a beaucoup plus d'attraction entre la famille restreinte et cette division avec la famille élargie. Voilà, on a peut-être… Et c'est ça qui montre cette séparation. Voilà, donc je dirais qu'aujourd'hui… C'est encore plus difficile, de laver ce linge en famille. Voilà, on ne retrouve pas cet aspect ancien qu'on retrouvait avant aujourd'hui. C'est plus les familles. Justement, parce qu'il y a cette séparation-là et cette désacralisation de la famille dans le sens élargi. Justement, Dieudonné, par rapport à ce que Erwan vient de développer, on parle du linge sale qui se lave en famille. Restons dans cette métaphore. Est-ce que les laveurs de linge sont encore là aujourd'hui? C'est ça la vraie question, parce que le laveur de linge, à une certaine époque, c'était le patriarcat, donc le chef de famille qui rassemblait tout le monde. Ça pouvait être papa ou l'oncle ou bien le grand frère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces laveurs de linge sont encore là, ou à défaut, est-ce qu'ils prennent encore vraiment leur rôle, leur mission pour essayer de rassembler, comme l'a souligné Erwan, les familles, rendre la famille un peu plus soudée? Moi, je pense qu'il y a deux cas. En fait, soit ils ne sont plus là, soit, parce que les laveurs de linge, comme vous l'avez dit, en fait, ce sont des personnes dotées certainement d'une certaine sagesse. Est-ce qu'il y a encore ces personnes sages-là, capables de rassembler la famille, régler les problèmes et faire en sorte que ces problèmes-là restent dans la famille
On se pose la question. Et soit il y a des laveurs de linge, ils sont présents, mais est-ce que la famille, le reste de la famille se sont impliqués? C'est ça aussi le problème. Parce qu'il peut y avoir des laveurs de linge, un oncle ou le chef de famille, comme on le dit, qui essaie de régler les problèmes. Mais est-ce que le reste de la famille veut également aller dans ce sens-là? Oui, parce que en restant dans la métaphore, si on parle de laveur de linge, il faudrait bien qu'il y en a qui vont installer le linge. Et quand tu parles de, évidemment, c'est la famille. Si papa parle, il faudrait que moi, la tante ou le fils, soit capable de conserver cette information au sein de la famille. Parce que l'autre difficulté, c'est ça, c'est qu'on lave notre linge en famille, mais on retrouve la chemise chez le voisin, en d'autres termes, c'est-à-dire les rumeurs, tout ce qui est censé être circonscrit dans le cercle familial se retrouve malheureusement chez le voisin, chez la voisine. Donc il y a plus cet aspect de secret au sein même de la famille. Mon cher Daniel, on parle de laveur de linge, on parle évidemment de comment résoudre ce problème-là, comment régler des problèmes familiaux au sein évidemment de ce cercle qui est la famille. Est-ce que la communication, ça reste un point? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on assiste à ça, selon toi? Oui, moi je pense qu'en Afrique, on a des petits problèmes de communication. D'accord. Mais surtout, je pense que, comme Erwan disait, qu'il y a un peu une dégradation du tissu familial. En fait. Je trouve qu'avant, les familles africaines étaient beaucoup plus soudées entre elles, ce qui créait en fait, en quelque sorte, que l'information ne sortait pas. Exactement. Vraiment, le linge, ça se lavait en famille. Ouais. Mais actuellement, je pense qu'avec la colonisation et tout ce que ça importe, la mondialisation en quelque sorte, les mentalités ont forcément, les mentalités des jeunes en tout cas, ont un peu évolué. Exactement. Et, ce qui fait que on trouve pour un jeune, c'est logique de parler de la situation qu'il vit à son pote, à son ami. Exactement. C'est ça en fait. Il n'y a plus vraiment ce côté sacré un peu, genre la famille, c'est la famille, les amis. Bon, on essaie un peu de compartimenter les choses. Et par rapport à la communication, je pense que les familles, bon, je pense qu'il y a des progrès qui se font, hein, mais je pense qu'en général, il y a toujours, souvent quand on communique, en fait, il faut que les personnes puissent essayer de se mettre un peu au même niveau. C'est-à-dire que le père, il va essayer de se mettre du point de vue du fils pour essayer de comprendre un peu. Mais surtout en Afrique, j'ai l'impression, en tout cas, selon mon opinion personnelle, que la communication, elle va dans un seul sens. D'accord. C'est-à-dire que papa, il a dit ça, c'est comme ça. Voilà, derrière, en fait, c'est pas une communication, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. C'est ça en fait, voilà. Clairement, c'est ça que moi je trouve. Je trouve que maintenant, après, il y a des évolutions et tout, mais le fait qu'en fait, on grandit dans un environnement où le chef de famille dit c'est comme ça, sans compter que le chef de famille peut aussi avoir un linge sale. Donc, bah oui, évidemment. Voilà. Du coup, cette communication un peu arbitraire en quelque sorte ne favorise pas forcément la bonne communication. Voilà. Donc les gens ne vont pas forcément se confier, ils vont plutôt aller se confier à leurs amis. Parce que là-bas, ils sont compris, ils peuvent discuter de manière normale. Bah oui, ce qui fait qu'évidemment, c'est le voisin qui va se retrouver à laver ce linge-là. Et quels peuvent être les risques, ma chère Dieudonnée? C'est-à-dire aujourd'hui, si on a parlé de ce caractère soudé de la famille, parce que oui, la famille, c'est le socle de la vie. On est censé être soudé quand on est en famille, parce que ça empêche évidemment d'avoir ces petites choses-là. Quels peuvent être les risques de voir, par exemple, le linge d'une famille être lavé par le voisin ou par d'autres personnes que la famille? Bah déjà, c'est déjà la séparation de la famille, parce qu'on considère ça comme une forme de trahison en fait. Si on a discuté de quelque chose, c'est censé rester dans notre cercle familial. Mais dès lors qu'un membre de la famille prend cette information-là, la diffuse dehors, c'est comme une trahison. Déjà, il y a la séparation. Et ça peut impacter au niveau de la famille, c'est-à-dire c'est comme si tu es dans une entreprise et tu vas vendre les secrets de cette entreprise-là. Et on connaît déjà les faiblesses, on sait comment atteindre la famille pour la Et puis il y a également on va dire la notoriété ou la réputation de la famille. Exactement, qui va être entachée. En fait. Parce que déjà les voisins, les connaissances auront tendance à considérer de moins en moins cette famille-là, à accorder de moins en moins l'importance en fait à cette famille-là. Par exemple, ma maman en fait, comme il le disait tout à l'heure déjà, le fait qu'il y ait des liens séparés, ils n'ont pas eu une enfance déjà très avantageux en fait. Il y a déjà eu beaucoup de séparation au sein de la famille.
Donc des gens ne considèrent plus leur famille. Le linge sale se lave tout le temps à l'extérieur. Les secrets, il n'y a plus de secrets familiaux en fait. Ouais, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe au sein de la famille. Et c'est ça le danger en fait. Ouais, et je pense qu'en fait, peut-être l'idée ce serait de revenir au vrai laveur de linge de l'époque. Moi, ce que je veux comprendre, les amis, parce que je pense qu'on est peut-être un petit peu passé par cette situation-là, c'est comment comprendre que 2 frères ou 2 sœurs ne s'adressent plus la parole, justement parce qu'il y a une chemise, il y a un linge qui n'a pas été totalement lavé. On a l'impression qu'effectivement, comme l'avait souligné dans la famille, il y a des clans. Est-ce que cette forme de clanisme au sein d'une famille, ça aussi, ça ne concourt pas quelque part à tuer un petit peu cette famille-là et par ricochet à extérioriser ce caractère de laver le linge en famille? Le fait aujourd'hui justement d'être divisé. En fait, comme l'a souligné Daniel, c'est que papa, il peut avoir un parti pris. Si c'est Daniel qui a déconné, il va se ranger du côté de Daniel. Et toi, Erwan, tu vas être un petit peu délaissé. Ce qui fait que le problème, le linge, on ne l'a pas lavé. On l'a simplement nettoyé, mais pas lavé totalement. Ce qui fait que ça divise les familles. Mais comment peut-on en arriver là? Bon, ce qui est sûr, c'est que les gens sont tout le temps à la recherche de la raison. Ils ont besoin d'avoir raison. Voilà. Et ce qui cause ce genre de phénomène dans les familles, ça peut être un manque de communication ou un manque de justice qui peut amener les gens à chercher une autre forme de justice extérieure. Et c'est là où on peut parler d'un linge sale qui se lave par le voisin ou un linge mal lavé. Mal lavé. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses, de phénomènes qui poussent les gens à aller laver leur linge à l'extérieur parce que au sein de la famille, il y a peut-être un manque de justice, il y a peut-être un manque de communication. Voilà. Ou bien, oui, c'est ce côté où on a tendance à banaliser les problèmes. On va venir soulever le problème. Écoute, papa, je pense qu'aujourd'hui, dans la famille, ça ne va pas parce que tel ne fait plus ça. Et puis, bon, tu donnes le linge sale à papa. Papa va se dire, tu sais, il y a tellement de linge, je vais laver ça après. En général, c'est toujours la même personne aussi qui soit tout le temps en train de laver le linge. Ça peut causer un problème. On peut avoir des enfants. Voilà, moi, demain, quand je serai père... c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. d'être papa. Je ne verrai pas mal de laisser mon fils ou ma fille me porter conseil sur une situation, sur un linge. Donc il faut aussi une ouverture de la part des parents. Justement, c'est pourquoi Daniel a fait ressortir le fait de l'évolution du monde. Et dans cette évolution, nos parents peuvent ne pas être conscients de ça. Voilà. Donc nous, les jeunes, on est à l'afflux de cette évolution. Donc c'est un plus qu'on peut apporter à nos parents. Au cercle familial et qui peut faire en sorte que le linge soit mieux lavé qu'avant. Très, très pertinent. Merci en tout cas, mon cher Erwan, d'avoir vraiment soulevé ces problèmes-là. Par rapport à ce que Erwan disait, Dieudonné, à l'époque, on avait cette petite concertation familiale qu'on appelait les réunions de famille. Pour beaucoup, c'était un peu une fois dans la semaine ou bien chaque année, on essaye de se concerter, faire un bilan de la famille, voir ce qui n'a pas marché, voir comment on peut aider telle personne sur tel projet et faire ressortir ce caractère un petit peu soudé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il va falloir un petit peu revenir à ce procédé-là, si tu estimes que ça n'existe plus, ma chère Dieudonné, ou simplement renforcer ce procédé si tu estimes que ça existe encore? Je pense que ça n'existe plus vraiment. Ça n'existe plus comme avant. Avant, nos parents en fait avaient tendance à se rencontrer, à organiser des repas de famille. Oui, pour anticiper les cas de... Et justement, lors des repas de famille, on a la possibilité de parler. On va dire, tiens, Dieudonné, comment ça se passe de ton côté? Ou bien, voilà, les choses seront, en tout cas, sortiront. Et plus les gens ont tendance à être ensemble, plus les gens ont tendance à discuter ensemble. Ça renforce en fait les liens. Et plus nos liens sont renforcés, plus le sentiment de considération est là. Et moins il y aura en fait des difficultés. Donc moi je pense que les familles doivent vraiment revenir
à l'ancienne tradition, où on se regroupait pendant les fêtes de Noël. Oui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on se regroupe que lorsqu'il y a problème. Effectivement. On a l'impression qu'il faudrait que nous soyons dos au mur. Ensuite, on va convoquer une réunion de famille. Or, la réunion de famille a ce caractère préventif, c'est-à-dire on anticipe potentiellement sur un linge sale qui peut déranger toute la famille. Donc oui, revenir à ces repas-là, Dieudonné, je te laisse terminer. Oui, Noël, ça peut être un moment assez intéressant. Ouais. Il y a tellement de moments où la famille peut se retrouver en fait. Voilà, parce qu'en Afrique, on a toujours ce côté où on se retrouve souvent lors des deuils, lorsqu'on a perdu quelqu'un, toute la famille se retrouve. Il faut aussi que ce genre de rassemblement renforce les liens et facilite la communication aussi. Ouais. Voilà. Et si la communication elle est limpide, on évite de salir le linge. On s'entend mieux et il n'y a pas de linge sale au sein d'une famille. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de cette génération que nous représentons aujourd'hui sur ce plateau Génération News, les amis? Daniel, moi ce que je veux savoir, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation aussi difficile au sein de ta famille? Est-ce que ça a impacté un petit peu sur la personne qui était aujourd'hui ou bien sur tes études lorsque tu étais confronté à ça, de voir ton frère qui ne t'adresse plus la parole ou une situation un peu difficile au sein de la famille? Oui. Il y a un point sur lequel je voulais revenir vite fait, c'est par rapport à... En fait, je me disais que... je pense que c'était par rapport aux réunions de famille. Et moi, par contre, de mon expérience, je crois que nous, on se retrouve plus, en tout cas dans ma famille, lors de mariages. C'est vrai, il y a les deuils aussi, donc les mariages et tout. Mais ça ne veut pas forcément... Ça ne consolide pas forcément la famille parce que tu es en mode on est là pour l'ambiance, c'est tout, exactement, tu manges ça. Et tout. Ouais. C'est pas forcément, alors que des réunions de famille où on se réunit vraiment pour se réunir, voilà, c'est ça. Ouais. Ces réunions-là seront beaucoup plus véridiques et beaucoup plus d'impact en fait. C'est ça en fait, il y a beaucoup plus d'impact sur le comportement Est-ce que nous sur le continent on est assez à l'aise avec cette pratique? Parce que j'ai l'impression qu'en Occident c'est quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le fait de se retrouver comme ça. Mais est-ce qu'en Afrique on a cette culture-là justement? Moi je pense pas. Peut-être dans certaines familles, oui, mais généralement, on aime le jeu d'apparence. Ouais, on aime bien la solitude. Voilà. Chacun gère ses problèmes, mais s'il y a le mariage de tel ou tel, on va aller, on va se cotiser et ensuite on ira souhaiter. Alors qu'il y a des problèmes qui sont là et qu'on refuse de traiter. Et il y a un autre plan sur lequel je voulais parler, c'est par rapport, lorsqu'il y a deux frères, par exemple, ils ont un problème, tu vois, des mésententes. Ouais. Et de mon expérience, moi je pense qu'il y a le background, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a l'événement qui déclenche la chose, mais avant l'événement là, il y a plein de choses qui sont passées et il y a une personne qui retient, qui ne parle pas. Elle va juste, tu as fait ça, ok, j'ai retenu, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, ça s'accumule. On accumule et après... quand la corbeille est pleine, voilà. Ouais. Et c'est ça qui peut créer, en fait, que deux frères, en fait, ne se parlent pas. Et là, maintenant, c'est pas... Moi, je pense pas, en fait, dans la famille, le fait qu'il y ait un chef, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un chef, mais je pense que tous les membres de la famille sont importants. Donc, quand on voit ce genre de situation, ce serait bien que... On donne la parole à tout le monde, d'écouter tout le monde. Voilà, pour essayer de trouver la solution. D'accord. Dieudonné, est-ce que c'est quelque chose que les parents aussi, je prends le cas, par exemple, si tu nous permets évidemment, de ta famille, est-ce que c'est quelque chose que maman essaie de vous inculquer, ce côté de toujours être présent et toujours éviter d'avoir du linge sale au sein de la famille au point de créer des discordes? En fait, il y a un phénomène que j'ai remarqué en Afrique chez nous, c'est que déjà par rapport à ces différentes réunions de famille-là, on exclut un peu ceux qui sont les plus petits? Les plus petits, en fait. C'est vrai que c'est important, mais moi, je pense qu'un enfant, par exemple, quand il a l'âge adulte, peut participer à certaines réunions de famille. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ignore certains problèmes qu'il y a au sein de la famille parce qu'on considère qu'il faut que pendant ces réunions-là, il faut qu'il y ait que juste la tante, les adultes. Les adultes, en fait. Guillemets, Ce qui fait que
après, il peut avoir des discordes, mais nous, les enfants, par exemple, on subit des choses, en fait. C'est ça, ouais. Effectivement, je pense que c'est... Et c'est même ça, en général, quand on voit des... on a toujours, aujourd'hui même dans l'aspect politique, on a les représentants de la société civile, de l'opposition, on essaie de donner la parole à tout le monde. Effectivement, ce que Dieudonné vient de soulever, c'est tellement pertinent, parce qu'on est tous passés par là. Les réunions de famille, on estime que, bon, c'est le dernier, c'est la dernière, c'est la plus petite, elle n'a pas besoin d'être présente ou présent lors de cette réunion-là. Et c'est là la grosse erreur, Dieudonné, vraiment la grosse erreur commise par nos parents, c'est à ce niveau-là, d'exclure les jeunes, les enfants. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont très, très, très petits, en fait. Moi, je pense qu'on doit considérer l'âge adulte. Quand l'enfant comprend au moins les choses, moi je pense qu'on doit l'impliquer, comme Erwan le disait aujourd'hui, un enfant est en mesure même d'apporter certaines solutions à certaines difficultés. Ouais. Donc déjà exclure... c'est surtout que s'il fait partie de la famille, il a droit à la parole. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc là, en fait, effectivement, de ce que vous dites, il va falloir encore faire une sorte de sensibilisation auprès de nos parents, mon cher Erwan, une sensibilisation 2.0 aujourd'hui, parce que comme on l'a dit, le monde évolue, les jeunes ont des choses à dire, aussi bien au niveau de la famille que de façon générale. Oui, effectivement. Les gens accumulent, les jeunes dans les familles, je crois qu'ils accumulent beaucoup. Et comme disait Daniel, ce cumul cause autre chose après. Et quand on est jeune, on porte beaucoup de questions. On m'a fait ça. Pourquoi on m'a fait ça? Si on m'a fait ça, est-ce qu'on m'aime vraiment? J'ai ça, c'est un cumul que j'ai dans le cœur. Et si je ne l'exprime pas, plus tard, ça va porter préjudice sur les relations que j'ai avec mon frère, même avec les parents. Donc, je pense qu'il faut toujours laisser les jeunes cette expression dans le milieu familial. Sinon, ça cause des cumuls. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, sur des situations qu'ils ont vécues, qui se posent la question de savoir si on les aime vraiment dans leur famille. Exactement. Et j'ai pour l'habitude de dire à certaines personnes que si vous voulez gagner le meilleur d'une personne, dites à cette personne que vous l'aimez. Je pense qu'on retire le meilleur de quelqu'un si cette personne sait qu'on l'aime. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et malheureusement, en Afrique, c'est un peu compliqué dans certaines cultures de sortir le « je t'aime » à papa ou à maman. On est tous déjà passés par là, les amis, on est d'accord. Tu dis à papa « je t'aime », derrière il te dit « tu veux quoi ?» Parce que le « je t'aime » est conditionné en général en « papa, je t'aime », c'est parce que derrière on a besoin de quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Erwan, c'est d'arriver, c'est ce que les psychologues appellent le discours mental, c'est-à-dire cette capacité à sortir le meilleur de l'autre en ayant des ondes positives. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc oui, c'est comme je dis, il y a des parents qui le font, évidemment, qui sont dans cette béatitude-là, dans cette facilité à sortir le « je t'aime », à encourager les enfants, parce qu'évidemment, le pouvoir des mots, de la parole, comme on dit. Moi, j'ai une dame dans mon quartier qui avait tendance à dire à son fils « écoute, toi, tu finiras un jour voleur ». Et quand il a terminé voleur, ça ne m'a pas étonné parce que je me suis dit, très tôt, tu as condamné ton enfant avec ces paroles-là. Il a grandi avec ça dans sa tête en disant « je veux le devenir parce que ma mère estime que je peux le devenir ». Donc, évidemment, c'est important de revoir et de soigner ces mots lorsqu'on est dans la famille pour essayer d'impliquer tout le monde. Mon cher Daniel, est-ce que toi également, à l'image de notre ami Dieudonné, tu joues parfois ce rôle? Est-ce que dans la famille déjà, t'occupes quel rang? T'es pas le dernier? Je suis le dernier. Ah bon, d'accord, bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club des derniers parce que je le suis aussi dans ma famille. On a beaucoup d'avantages nous quand on est dernier en général. On nous écoute beaucoup, on nous chouchoute beaucoup aussi. Non, on nous écoute pas. Bon, d'accord. Du coup, toi le dernier, t'as droit à la parole en général. Bon, non. Mes grands frères, ils sont assez âgés. D'accord, ok. Il y a quand même une grande différence, en tout cas les plus grands. Et généralement, en dernier, quand tu es dernier, tu as l'avantage de voir comment les autres font des erreurs. Et oui, évidemment, tu calques beaucoup sur les aînés. Le truc, c'est que mais j'ai 4 grands frères. D'accord. On a, parce que celui qui vient avant moi, en fait, on était un peu proches, tu vois. Et
Généralement, le dernier, on s'en fout un peu de lui, en fait. Ouais. Genre, il passe facilement sous les radars. C'est ça, vrai qu'on va le chercher, mais généralement... C'est surtout qu'on a la sensation qu'on a failli ne pas être là, vu que nous sommes évidemment derniers de la famille. Bon, les amis, je vous le concède, ça allait très, 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 très vite. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Erwan, évidemment, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Une personne à saluer, papa, maman. Oui, je profite à saluer ma famille du côté du Gabon et toutes les personnes qui nous regardent sur Génération News. D'accord, ta famille, papa. Ma mère. Oui, tu peux donner. Et mes sœurs, Martine, maman, je t'aime, et mes sœurs Kaolan et Asna. On rassure maman, il n'a pas besoin de quelque chose. Hein. C'est un je t'aime très sincère. Je t'aime, je vous aime. Bon, super, Dieudonné. Oui, je salue toute ma famille, hein, mon père, ma mère et mes frères également. D'accord, ok. Mon cher Daniel. Je pense que c'est la même chose. Hein. Je salue ma famille et aussi mes amis du côté du Maroc, Malikou, Révigné. On est ensemble. D'accord, évidemment, salut tous les amis du côté du Maroc. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie des programmes de médias.